À l'occasion de cette montée en transhumance, j'ai voulu réunir 3 animaux. L'âne, le loup et l'agneau. Alors ça peut paraître un petit peu grotesque comme ça de vouloir mettre ensemble des animaux qui finalement ne s'accordent pas forcément. Je parle particulièrement du loup. J'ai constaté déjà qu'on les rencontre souvent ensemble, par exemple dans les églises, chez moi en Bretagne particulièrement. Le loup, représentation du diable qu'il faut dompter, maîtriser. L'agneau, représentation du Christ, l'innocence. Et puis l'âne qui, lui, sert toujours de moyen de locomotion. On le retrouve à l'entrée de Jérusalem, on le retrouve sur la fuite en Égypte. J'ai voulu les rassembler parce que l'âne et le mouton travaillaient ensemble, puisque l'âne accompagnait les troupeaux, et l'accompagne encore maintenant. Il y a encore certains troupeaux qui fonctionnent avec des ânes. Et ces 2 animaux-là sont très complémentaires. Et le loup, lui, le loup c'est un animal sauvage, c'est un super prédateur. Lui, il pense qu'à manger les moutons, et c'est un peu son gros défaut. Et le fait de rassembler ces 3 animaux-là, je trouvais intéressant de faire fonctionner ces courants, et puis de voir comment ils se mélangent, comment ils se confrontent, comment ils se positionnent. C'était aussi l'occasion de faire parler les bergers, de les faire témoigner sur le problème actuel qu'ils ont avec le retour du loup. J'ai également rencontré des directeurs de parcs à loups pour comprendre aussi l'animal par lui-même. Et finalement, ça fait quelque chose de très complémentaire. Encore une fois, Yoko m'a servi de guide dans ce voyage. Il m'a aidé à collecter les témoignages de gens qui côtoient ces animaux, c'est-à-dire les gens qui ont côtoyé les ânes, les gens qui travaillent avec les moutons, les bergers, les éleveurs, et puis les directeurs de parcs à loups. Et chacun m'a apporté son témoignage, que ce soit dans le passé ou au présent. Et Yoko a servi de lien entre nous, et j'ai aimé lui confier ce genre de rôle. Et ça m'a permis d'entrer dans des mondes qui m'étaient totalement inconnus. Et en sa compagnie, j'ai recueilli des témoignages troublants, émouvants, et ces témoignages qu'on m'a offerts, je les fais partager à mon tour à mes lecteurs, et je suis heureuse que ce soit Yoko qui vous les offre. Pour ma part, la rencontre avec l'âne s'est faite de façon très tardive, puisque jusqu'à 40 ans, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je posséderais un âne et que cet âne bouleverserait à ce point ma vie. Mon premier voyage a consisté à faire le tour de la Bretagne en suivant un pèlerinage breton du Moyen-Âge, le Trobriez, avec un âne grisou qui m'avait été prêté avec le matériel, ce qui a donné lieu à un voyage d'1 mois et demi sur 650 km en solitaire. En solitaire, pas tout à fait, parce qu'on est seul, mais à la fois, il y a la présence de cet animal qui n'est pas négligeable. C'est pas seulement un porte-bagages, à tel point que maintenant, je peux plus marcher sans mon âne, parce qu'il représente vraiment une présence, et ça m'est devenu indispensable. Alors, ce premier voyage avec Grisou, c'était un petit peu mon apprentissage, parce que justement, ne connaissant rien à l'animal, j'ai dû l'observer, j'ai dû l'écouter, j'ai dû anticiper ses réactions, j'ai dû aussi me placer dans ce système de rapport de force, savoir qui commande. En général, c'est moi, et c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut quand même adapter son rythme au sien. On voudra toujours accélérer, mais lui, rien à faire, on reste toujours dans son rythme toujours régulier, le pas de sénateur, qu'on respectera, parce que finalement, on se rend très vite compte que ce rythme très raisonnable nous convient parfaitement. J'ai jamais eu d'ampoule en marchant avec un âne parce que, justement, son rythme lent, plus les pauses du midi, finalement font qu'on s'y fait, on n'y pense même plus, et puis on se ménage énormément. Après ce premier voyage avec Grisou, forte de mon expérience, j'ai acquis mon âne Yoko, quelques années plus tard, pour pouvoir repartir dans un voyage qui était beaucoup plus long. Je voulais joindre notre Finistère breton au Cap Finistère espagnol. Pour cela, l'âne Yoko a été acquis quelques mois avant de partir. Alors, il m'a suffi de l'habituer à marcher en ville, de le faire marcher sur des plaques d'égout, parce que les plaques d'égout, c'est très très inquiétant. Ils sentent le vide en dessous, Les feux rouges, les voitures, toutes sortes de petites choses comme ça qui sont finalement très vite passées. Par contre, il continue à faire des blocages sur le passage de l'eau, le passage de petits ponts. Ça, c'est encore une fois, plus on travaille et plus on dépasse ce genre de peur.
Alors ce départ à Compostelle s'est fait d'une façon assez surprenante, c'est-à-dire que mon fils de 16 ans a désiré nous accompagner. Et un nouveau trio est né, mon fils, l'âne et moi, et nous sommes partis tous les trois du Nord Finistère jusqu'en bas de la France. Ensuite j'ai fini le restant du voyage toute seule. Là c'était encore autre chose, parce qu'il a fallu que mon fils s'habitue à voyager de cette façon. Ça lui était totalement étranger. Et alors d'un seul coup, il a dû improviser, s'occuper de l'âne, monter le campement, trouver de l'eau. Et c'était vraiment un voyage à trois inoubliable, parce que chacun prend sa place. Et on est tous solidaires, il suffit qu'un faiblisse et les deux autres se sentent pas bien, quoi. C'est vraiment très très équilibré. Le troisième voyage était encore un trio, mais là cette fois, c'est ma chienne qui nous a suivis. Ma chienne Choucroute, que j'ai éduquée à partir avec nous. On a fait quelques essais, c'était très concluant. Et là encore, beau travail d'équipe, une équipe vraiment soudée, chacun à sa place. Le chien surveille le campement, suit son âne de près. Il suffit que mon âne braie pour qu'elle se précipite pour aller l'embrasser. On sent vraiment chez eux une connivence. J'ai qu'à les regarder quand j'ai acheté mon pain, que je les attache en pleine ville à un poteau, mais on dirait deux orphelins. C'est terrible. Ils sont mignons tous les deux, quoi. Et moi, vraiment, je trouve ça très touchant. Et là encore, c'est un autre langage qui doit s'installer, parce que là, j'ai affaire à des animaux qui n'ont pas la parole. Et je trouve très intéressant ce genre de contact, parce que c'est assez reposant, finalement. Les rapports humains sont compliqués parfois. De sortir du langage comme ça et de fonctionner qu'avec des gestes, avec des réactions dont on ne soupçonne même pas l'existence, mais eux nous surveillent. Ils voient très bien les gestes qu'on fait, les paroles prononcées, et eux se calent dessus. Et finalement, tout fonctionne à merveille et de façon étonnante. Nous sommes repartis tous les trois, donc Yoko, ma chienne Choucroute et moi, jusqu'à la presqu'île de Crozon. La presqu'île de Crozon, elle est la petite pointe du milieu du Finistère. On m'avait dit avant de partir, la presqu'île de Crozon, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est superbe. Moi, quand on me dit ce genre de choses, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller vérifier. Et je suis partie avec mes animaux, et puis malheureusement, en ce mois de juin, la météo a été vraiment assez déplorable, ce qui fait que nous avons marché sous la pluie, dans le vent, avec des chemins inondés, pas du tout les conditions que j'avais rêvées, et puis en plus, les couleurs n'étaient pas du tout celles que j'attendais, parce que là-bas, la côte est très sauvage, l'eau est turquoise, on se croirait en Corse, c'est des endroits magnifiques. Et je suis repartie de ce tour de presqu'île complètement désolée en me disant « mais c'est un rendez-vous raté ». Donc j'ai décidé de repartir. J'ai dit « on va le refaire, c'est pas possible, on peut pas rester sur une mauvaise impression ». Et cette fois-ci, c'était au mois de septembre. Et pour ne pas refaire les mêmes étapes, pour ne pas revivre les mêmes impressions, eh bien on est reparti dans l'autre sens. Ce qui a donné lieu après à un livre qui se lit dans les deux sens, à l'endroit et à l'envers, et qui donne comme ça une espèce de double vision de cette presqu'île, déjà sous le mauvais temps et sous le soleil, ce qui est très important, et puis comme quoi on peut très bien repasser par les mêmes endroits, mais si on les repasse d'une façon différente, on vit des choses totalement différentes. J'ai constaté ça aussi sur le chemin de Compostelle. Moi j'avais mes impressions en marchant, une personne qui était 50 mètres devant ou 50 mètres derrière ne pourra pas dire les mêmes choses parce qu'on ne réagit pas de la même façon, parce qu'au même moment on ne pense pas aux mêmes choses, parce qu'on n'est pas fait de la même façon. Et je trouve que l'aventure près de chez soi, c'est quelque chose que je cultive maintenant. Et puis en plus, là ça fait rêver. Il y a la nostalgie des gens qui ont connu le travail avec l'âne. J'ai rencontré beaucoup de messieurs qui m'ont dit « Ah, mon grand-père avait un âne, mon père avait un âne. Quand j'ai fait la guerre d'Algérie, nous avions des ânes. » Et cette nostalgie les fait sourire, leur fait du bien. Et souvent on me dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau de voir ça !» Alors moi ça me fait bien sûr plaisir, mais je sais très bien que la vedette, c'est pas moi, c'est mon âne. Il m'arrive même d'être jalouse. Mais je suis très heureuse pour lui, parce qu'enfin on réhabilite l'âne, on lui donne la place qu'il devrait avoir, parce que je pense que c'est un animal qu'on commence seulement à connaître. Il a une intelligence, une finesse. Attention, on parle d'intelligence animale, qui n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Dans quelques années, moi j'ai l'impression que les choses se feront pour que, ça y est, on commence à comprendre son fonctionnement et sa grande sensibilité. Moi je suis la première à défendre ça.
L'âne a beaucoup de mémoire. Vous allez louer un âne de randonnée pour apprendre, pour le connaître, et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est très facile, parce que cet âne de randonnée connaît le chemin par cœur. Et donc vous pourriez très bien le lâcher, il vous ferait le chemin sans que vous ayez besoin de le guider. Il se souvient et des bons et des mauvais moments. Ça veut dire qu'il peut très bien bloquer un endroit parce que justement, un jour, il lui est arrivé quelque chose de néfaste, et il s'en souvient. On m'a raconté des histoires comme ça. Alors, il y a une histoire savoureuse. Un berger qui a 2 ânes et qui, chaque semaine, descend au marché avec ses ânes pour faire ses courses, parce que il faut bien descendre de la montagne une fois par semaine pour aller au marché. Et donc, il descend avec ses 2 ânes. Et les 2 ânes reviennent chargés, évidemment, comme des baudets. Au bout d'un moment, ces ânes, ensemble, sont un petit peu de connivence. D'aller travailler comme ça les embête un petit peu. Alors, un jour, ce berger, il descendait tous les jeudis. Le mercredi soir, ces 2 ânes disparaissent. Il les retrouve chez un ami berger un peu plus loin. Mais il ne fait pas le rapprochement. La semaine suivante, le mercredi soir, les 2 ânes redisparaissent encore. Et là, il commence à se dire, mais si ça se trouve, ils ont anticipé, ils savent que c'est demain le marché, ils n'ont pas envie de travailler, ils sont allés se mettre au vert. La semaine suivante, il se dit, qu'à cela ne tienne, je vais changer mon jour de marché. Donc il descend le mercredi à la place du jeudi. Donc le mardi soir, il prépare ses bêtes, le mercredi, ils s'en vont. Mais très vite, les ânes ont compris qu'on avait changé de jour, et la fois d'après, ils ont fait leur fugue le mardi soir. On dit aussi, par exemple, que les mules qui travaillaient dans les mines ne démarraient pas tant qu'elles n'avaient pas le nombre exact de wagons attelés derrière elles. On en mettait un de trop, et bien l'âne ne bougeait pas, parce qu'il ne voulait pas, évidemment, tracter des charges trop lourdes. Toutes ces histoires qu'on colporte, si moi-même je ne les ai pas vérifiées, j'y crois, bien sûr. Par ailleurs aussi, l'âne connaît bien son chemin, le chemin de randonnée qu'on pratique très souvent, que l'âne a bien en mémoire. Eh bien, les bergers entre eux, par exemple, autrefois, descendaient chercher la nourriture avec l'âne, et ils n'avaient que ce moyen de locomotion. Il arrivait qu'un jour, ils ont un copain berger un petit peu plus loin, ils ont quelque chose à leur porter, ils n'ont pas le temps d'aller eux-mêmes, on charge l'âne, et hop, une petite tape sur les fesses, et l'âne va tout seul jusqu'à l'autre bergerie. Et vice-versa. Donc d'une bergerie à l'autre, l'âne faisait le chemin tout seul pour aller porter une charge. Et aussi, par temps de brouillard, une bergère m'a raconté qu'un jour, ils étaient bloqués en montagne, un brouillard très épais, les brebis ne retrouvaient pas le chemin, les chiens non plus. C'était vraiment désespérant parce que la bergerie n'était sûrement pas loin, mais impossible de retrouver le chemin. Eh bien, ils ont demandé à l'ânesse, en désespoir de cause, « Ramène-nous à la maison ». Et l'ânesse est parti tranquillement et a pris exactement le chemin qu'il prenait tous les jours. Chez l'âne, les grandes oreilles sont utiles. Heureusement que l'ouïe est en rapport avec la taille des oreilles. Il sent énormément de choses de diverses façons, mais l'ouïe est très importante. Vous observez un âne, vous voyez ses oreilles qui partent un petit peu dans tous les sens, comme des périscopes, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, parce que tout est capté à longueur de temps, toujours par prudence, il est toujours aux aguets, il est toujours à réfléchir, à analyser ce qui l'entoure. Et là encore, bien souvent, les oreilles sont tournées dans le sens des bruits. J'ai eu l'exemple un jour, d'un seul coup mon âne s'arrête, ses oreilles sont tournées vers l'arrière, donc il ne pouvait absolument pas voir ce qui se passait à l'arrière. Et je me retourne pour vérifier pourquoi il s'était arrêté. Grâce à ses capacités de stéréophonie, il avait entendu bien avant moi ce cycliste qui arrivait, comme il entendra aussi un homme approcher dans une forêt, ça m'est arrivé aussi, un sursauter. Et c'est pour ça que je lui fais confiance, parce que je suis très consciente que nos sens humains ont perdu beaucoup de leur acuité, et que, mêlé à la sagesse de l'âne, il y a en plus cette espèce d'acuité très très développée, qui fait que ce qui vient de lui est très sage. J'ai constaté plusieurs fois que de le laisser faire, de le laisser décider, nous a été très bénéfique.
J'entends quelquefois des récits d'âniers qui partent eux aussi voyager avec leur âne et qui me parlent de leurs galères. L'âne s'est enfoncé dans la boue, les pattes sont restées coincées entre les rochers, enfin des choses que moi je n'ai jamais vécues. Pour la bonne raison que quand il bloque et qu'il refuse de continuer dans un chemin où on commence à s'enfoncer, je lui fais confiance et je me dis peut-être que lui sent déjà que si on continue, ça sera pire. Quand je le vois faire demi-tour, je le laisse faire demi-tour. Je dis tu as raison, on va prendre un autre chemin. Et je le suis. Et je crois que cette sagesse-là, il faut que je continue à la cultiver parce que, encore une fois, on n'a pas l'occasion de leur demander leur avis. Bien souvent, on estime que les animaux sont idiots, qu'ils ne comprennent rien. C'est un petit peu la tendance du moment. Ou bien on leur prête des sentiments humains dont ils sont bien incapables. Alors que il suffit de les écouter un peu, il suffit de passer beaucoup de temps avec et on se rend compte qu'ils ont une richesse complètement inconnue et moi j'en découvre tous les jours. Son odorat est très développé également. Il choisit tout ce qui l'entoure. En fait, il fait le tri du bon et du mauvais, déjà dans ce qu'il mange. Il ne va pas manger n'importe quoi. Par exemple, l'if qui est mortel pour l'âne, eh bien l'âne le sait très bien. Il ne va pas aller manger de petits brins d'if, et pourtant un petit brin suffit à le tuer. Et ça, même s'il n'en est pas conscient, dans son instinct, il va s'en méfier. Donc il va choisir ce qu'il mange. Il m'est arrivé une mésaventures avec mon âne Yoko l'année dernière. J'ai voulu camper dans un endroit qui avait été fraîchement passé à la débroussailleuse. Donc je me suis dit, ça sera très moelleux, il trouvera de quoi manger, tout va bien. Et puis le lendemain, je me suis rendu compte qu'il n'était pas dans son comportement normal. Tout simplement, la déduction était rapide. Dans ces herbes qui avaient été fraîchement coupées et mélangées, il n'a pas pu faire son tri. Il a dû ingérer une plante qui était pour lui toxique et qu'il n'a pas pu éliminer, et il s'est empoisonné. Heureusement, tout s'est bien terminé, avec quelques jours de repos et des médicaments, tout est bien passé, mais c'est ce genre d'erreur qui fait que les accidents arrivent quelquefois. Mais encore une fois, l'âne sait lui-même ce qui est bon et pas bon pour lui. Notre vie en société nous a privés, et sinon nous a complètement coupés, d'un fonctionnement instinctif, de perception qu'on avait autrefois quand on était un petit peu plus animal. Et alors c'est remplacé maintenant par la technologie, c'est remplacé largement par toutes sortes d'appareils auxquels on se fie complètement aveuglément. Vous avez le GPS par exemple, qui fait maintenant partie de notre vie quotidienne. Et certains randonneurs voyagent avec un GPS en pleine montagne, ou on l'a dans sa voiture. On a maintenant fait appel à des appareils pour compenser justement cette perte de repères. Et l'animal, lui, les a conservés. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a oublié qu'on pouvait lui faire confiance, on a oublié de l'écouter. Et chaque fois que moi j'ai eu l'occasion de constater avec mes animaux que finalement ils avaient raison, ça m'a rendu très humble. Je me suis dit mais c'est à eux qu'il faut faire confiance, parce qu'ils savent mieux que moi certaines choses. Évidemment je reste toujours maîtresse des décisions et de l'itinéraire en principe, ou vraiment du rythme de la marche, mais malgré tout j'ai appris à leur faire confiance. Même si ça me dérange parfois, je me dis ils ont sûrement raison. Et cette humilité-là, je pense qu'il faut qu'on réapprenne à la développer. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est bon pour mon âne est bon pour moi. Je dis souvent, ça fait sourire les gens, mais je sais ce que je lui dois. Et à tous les niveaux. C'est lui déjà qui m'a permis de rencontrer tellement de monde, que ce soit en France ou même à l'étranger. C'est toujours par l'âne que ça s'est passé, et ça c'est assez étonnant. Mais il y a aussi que dans nos voyages, cette prudence naturelle qu'il a développée, me protège sûrement aussi moi-même. Je pense qu'on devrait recommencer à écouter nos animaux. Mais pour cela, il faut être très présent, il faut être souvent avec eux. C'est pas en travaillant toute la journée, en le sortant le soir, en lui donnant à manger, que ça suffira. Il faut passer du temps. Et ce temps-là, on n'est plus habitué à le consacrer à nos animaux. On est content de les voir, on a un chat, on est content de le voir couché sur le fauteuil près de la cheminée. Mais à côté de ça, comment il vit ce chat? Qu'est-ce qu'il fait dehors quand il n'est pas avec nous? Comment il réagit devant tel ou tel obstacle? On n'a pas le temps de s'en soucier. Et je pense que cette façon de voyager que j'ai avec mes animaux me donne cette chance de pouvoir les observer, de pouvoir les comprendre et mieux les aimer finalement. D'ailleurs, ça s'est vérifié dans les catastrophes naturelles. Quand un orage arrive, rien que chez nous déjà un orage, ou même un tsunami ou quelque chose d'assez monstrueux, les animaux, eux, le sentent bien avant nous. Et les personnes justement qui ont fait confiance à leurs animaux, qui ont su décrypter ces réactions, eh bien, ont pu se protéger grâce aux animaux.
Je pense qu'il serait temps d'arrêter un peu l'anthropomorphisme qui a tendance à remplacer l'observation. On prête souvent aux animaux des sentiments humains qu'ils sont incapables d'avoir et qui faussent complètement le jeu parce que de cette façon, on va masquer complètement leur vraie personnalité. Et on va étouffer tout ce qui est justement intéressant chez eux. Alors, moi, ça me choque maintenant parce que il y a quelques années, je ne l'aurais peut-être pas ressenti à ce point. Mais encore une fois, après un certain nombre d'années, avec beaucoup de patience et d'observation, que maintenant j'ai évolué dans ma façon de penser. Cette statue est l'œuvre d'un artiste de Bohême et qui porte donc un mouton sur les épaules, représentation qui est assez classique. Mais ce qui est beaucoup moins classique, c'est qu'il foule aux pieds un loup. Et à travers cette sculpture, on voit comment l'Église catholique a pu porter en quelque sorte cette dévalorisation du loup. Sous l'Antiquité, le statut du loup est un statut beaucoup plus ambigu, plus ambivalent. Il y a un loup positif, un loup négatif. La louve positive par excellence, c'est la louve romaine qui va recueillir Romulus et Rémus et les élever et leur permettre de survivre. Et sous l'influence des pères de l'Église, ce statut plutôt honorable va complètement disparaître au profit de l'image du grand méchant loup, qui est l'image du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que le loup, par définition, c'est le dévoreur de l'agneau. Donc, il s'en prend au troupeau. Mais comme dans cette symbolique médiévale, chaque composante de la nature est l'expression de quelque chose que Dieu veut nous exprimer, l'agneau est perçu par les pères de l'Église et par l'ensemble de la population cultivée au Moyen-Âge comme le symbole du Christ. Donc le loup, qui est le dévoreur du Christ, devient l'image du mal. C'est donc s'exprime cette statue, puisque le Christ, foulant au pied le loup, foule bien sûr le démon. Cette pensée est majoritaire tout le temps où en fait l'institution, la culture est majoritairement dominée par l'Église, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais également sous l'époque classique, elle ne sera pas vraiment remise en cause. Probablement au cours du Moyen-Âge, le loup est devenu une espèce beaucoup plus agressive vis-à-vis de l'homme, puisque à la fin du Moyen-Âge, il y a eu toute une série de troubles civils, des guerres, des pestes, etc., de désordres finalement, qui ont entraîné une faiblesse de l'espèce humaine, de la société, par rapport aux loups, et ils sont devenus plus agressifs. On voit comment, à Paris par exemple, à plusieurs reprises, les loups sont rentrés dans la ville et ont pu s'en prendre à la population qui était désarmée et beaucoup plus affaiblie. Sous l'effet des pères de l'Église et de toute cette culture chrétienne qui va devenir dominante au Moyen-Âge, on voit les animaux changer de statut. Et c'est assez symptomatique de voir que le cerf, qui n'a pas un statut très bien établi sous l'Antiquité, parce que ça n'est pas l'animal noble par excellence, va être porté et promu au sommet de cette hiérarchie du monde animal. Pourquoi ? Parce que le cerf, lui, est identifié au Christ. C'est ce qu'exprime la légende de Saint-Hubert, où le Christ en croix apparaît dans les bois du cerf. Et de l'autre côté de l'échelle, le loup, qui lui aussi n'avait pas un statut très, très bien établi sous l'Antiquité, puisque ça pouvait être un loup positif ou un loup négatif, va être dévalorisé et va devenir l'infâme loup, celui qui est à l'échelon le plus bas de la hiérarchie animale, puisque c'est l'image du démon. Il faut penser qu'au Moyen-Âge, sous l'influence de cette culture chrétienne, portée par les pères de l'Église, toutes les composantes de la nature, tous les animaux, ne valent pas seulement pour eux-mêmes, mais sont perçus par les gens comme une sorte de rébus, qu'il faut réussir à interpréter. Il y a expression d'une réalité supérieure d'ordre métaphysique. Donc chaque animal, chaque plante a un sens qu'il faut découvrir. Donc les contemporains au Moyen-Âge, ça s'interroge de savoir qu'est-ce que veut dire le loup. Et le loup est l'expression du démon, puisqu'il s'en prend au mouton, qui sont les images du Christ. Je pense que ce qui est assez caractéristique de notre époque, c'est que nous n'avons plus cette proximité de l'animal en général et du loup en particulier, puisque les loups sont extrêmement rares. Et cette distance permet d'idéaliser les choses. Donc le loup n'est plus cette bête effroyable qui est finalement incarnée la peur dans nos campagnes et a été peu à peu réhabilité.
est en quelque sorte anthropomorphisé. Donc, on s'imagine que le loup n'est pas autre chose qu'un gentil chien qui vivrait en liberté. Et cette transformation de l'image amène en tout cas les gens qui ne sont pas en contact avec l'espèce à souhaiter voir son retour. Le loup est revenu naturellement en France à partir de l'Italie depuis maintenant une vingtaine d'années. Ça pose des problèmes parce que la France avait perdu la culture du loup. Ce qu'on voit, c'est que justement, il nous vient d'Italie où les éleveurs italiens ont appris à vivre avec lui d'une certaine façon. Il y en a en Espagne, il y en a en Europe de l'Est et on a appris à vivre avec le loup dans ces pays-là. La France ne sait plus. Elle doit petit à petit réapprendre. Ce n'est pas facile du tout et ça pose des tas de problèmes. Et on ne peut pas dire qu'on doit tout laisser faire et qu'il faut laisser ces populations croître indéfiniment parce qu'une grande partie de la France est devenue un jardin. Et je suis persuadé que le jour où le loup va arriver, et ça ne saurait tarder, aux portes des grandes villes et dans les périphéries où on trouve les si gentils poneys que les enfants aiment tant et que les loups vont commencer à manger les poneys parce qu'il n'y a plus de bergers pour garder les poneys, à ce moment-là, on peut avoir un retournement de l'opinion. Et donc, il faut apprendre à nouveau à vivre d'une autre manière avec les loups, c'est-à-dire à la fois savoir qu'il y a une place pour eux dans le territoire parce qu'il y a de grands espaces sauvages où il y a des mammifères sauvages qui peuvent constituer une alimentation pour le loup et pour des populations de loups vivantes, libres, sauvages et constituant de vraies meutes, de l'élevage à proximité avec les moyens qu'il faut pour que ces bergers puissent à la fois être producteurs et d'authentiques bergers et en même temps se rendre compte qu'ils contribuent à la fois à la formation d'un paysage, à toute une vie sociale et c'est ces deux bouts qu'il faut tenir fermement et pour lesquels il faut que l'État continue à donner des moyens, à organiser le dialogue et à maintenir toujours cette vie pastorale tout en sachant qu'il y a de larges zones en France où il n'y a plus de place aujourd'hui pour les loups parce qu'il n'y a pas les grands espaces sauvages dont ils avaient besoin. Et aujourd'hui, la Bretagne qui pouvait abriter des centaines de loups au début du 19e siècle ne peut plus en recevoir parce que tout simplement nos plus grandes forêts font quelques milliers d'hectares et ne seraient que des zones refuges où il n'y a pas assez de gibier et forcément le loup irait se servir ailleurs par contre sur du bétail qui lui n'est absolument pas gardé. Mais il a sa place et il faut assumer le fait que nous avons en France la chance d'avoir encore en haute montagne, en moyenne montagne, dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, de grands espaces sauvages où il y a de la place pour des loups et du pastoralisme. On a fait du loup le diable autrefois, il ne faut pas d'un autre côté aujourd'hui en faire un ange, c'est un animal comme les autres, avec une vie particulière, une organisation sociale, des besoins biologiques, et en face de lui, des chevreuils, des lapins et des mulots. Ce sont des ensembles fonctionnels qu'il faut maintenir, c'est-à-dire des milieux qui doivent être suffisamment riches pour qu'il y ait la place pour ce super prédateur. À partir du moment où on peut le maintenir, on pourra aussi inventer une nouvelle culture du loup qui sera partagée à nouveau, une nouvelle compréhension autour de cet animal et peut-être revenir vers des traditions qui étaient la vie de ceux qui vivaient avec les loups autrefois, qui étaient au contact quotidien des loups et qui avaient généré toute une culture
autour de cet animal qui, certes, est un animal comme les autres, mais avec ses particularités et quelque chose qui le rend probablement plus proche de l'homme que d'autres animaux. Donc on a eu la possibilité, à partir de 1992, d'assister à un retour naturel du loup en France, via l'Italie, puisque le loup n'ayant jamais été éradiqué chez nos voisins italiens. Aujourd'hui, on a une population qui est estimée entre 120 et 150 individus, mais on peut constater que chez nos voisins italiens, ils en ont 600 à 800 en Italie, 2000 à 2500 en Espagne, et que jamais personne n'est menacé par la présence de l'animal. Alors, s'il est exact qu'il peut représenter une menace pour les troupeaux de moutons, à partir du moment où ces troupeaux ne sont pas protégés, mais on sait pertinemment que les moyens de protection existent, avec la présence humaine du berger, la présence canine du chien de protection, la possibilité de regrouper les bêtes la nuit dans des parcs de contention nocturnes. En tout cas, je ne vois pas pourquoi on aurait du mal à accepter en France 150 loups, 19 ours dans les Pyrénées ou une centaine de lynx sur notre sol, alors que chez nos voisins, l'animal a toujours pu être accepté. Alors pour vous donner une idée, vous avez un sondage qui avait été réalisé par le WWF. Et leur première question était, êtes-vous favorable au retour naturel du loup sur notre sol ? À l'époque, 79% des Français interrogés avaient répondu oui. Ça, c'était fantastique de voir que 8 personnes sur 10 étaient d'accord. Maintenant, quand on voyait que la deuxième question était, mais êtes-vous d'accord pour qu'il y en ait sur votre département ? Mais là, les avis étaient complètement opposés. Autrement dit, on voulait bien qu'il y ait des loups en France, mais on ne voulait pas que ça soit chez nous. Si possible, 5 départements plus loin. Maintenant, il est exact que si vous faites un sondage pour l'installation d'éoliennes, d'une centrale nucléaire ou d'une déchetterie, ça sera exactement la même chose. Il en faut, on en veut, mais pas chez nous. Et ce que je trouve pathétique, c'est que derrière, nous soyons en mesure d'être donneurs de leçons. Parce qu'on va demander aux Norvégiens et aux Japonais de stopper la chasse à la baleine. On va demander aux Africains de tout faire pour protéger éléphants et rhinocéros, alors qu'on n'est pas capable de tolérer 19 ours dans les Pyrénées, 100 lynx ou 150 loups sur notre sol. Je pense qu'il faut... on peut vraiment réfléchir, réagir et se remettre en question par rapport à notre mentalité. Le fait d'avoir énormément de difficultés à accepter et à tolérer la présence de superprédateurs. Uniquement tolérer des animaux sauvages, cerfs, chevreuils, sangliers, parce qu'on a la possibilité de les chasser, on a la possibilité de pouvoir les tuer, de pouvoir les consommer, et que dès qu'il s'agit d'autres animaux, on les considère très rapidement comme nuisibles, ce qui est souvent le cas avec le renard, le blaireau et les mustélidés. Je trouve ça lamentable. Mais bon, maintenant c'est mon point de vue. Le loup est arrivé sur le territoire français en 1992, dans le Mercantour. Il s'est ensuite répandu dans tout l'arc alpin. Actuellement, même les associations écologistes reconnaissent la présence de 200 loups dans 10 départements français, des départements essentiellement de montagne. Et donc le loup est présent dans notre région, le Vercors. Et sur le Vercors, il attaque bien sûr les troupeaux comme partout ailleurs. Et à ce titre, il remet en cause le métier de berger qui s'est beaucoup modifié depuis l'arrivée de ce prédateur. La vie des brebis aussi a été beaucoup modifiée. Et également le rythme naturel des bêtes. On peut même parler de biodiversité qui s'en trouvera modifiée un jour ou l'autre, parce que maintenant les bêtes ne peuvent plus dormir comme elles l'avaient choisi auparavant, de par leur rythme naturel, dans les endroits où elles passent la nuit, à l'abri du vent. Elles sont obligées de rentrer dans des parcs de nuit. Maintenant on parle aussi de parcs de jour.
dans l'absence du berger. Donc finalement, c'est les brebis qui devraient brouter librement dans l'alpage sous le contrôle d'un berger, qui vont se trouver être enfermés dans des parcs alors que les loups, eux, sont en liberté. Et ces fameux loups, ils attaquent régulièrement la nuit par temps de brouillard. Mais maintenant, de plus en plus, comme c'est plus difficile la nuit parce que les brebis sont dans des parcs électrifiés, ils attaquent aussi le jour en présence des bergers. Et donc ce métier est profondément modifié parce que le berger est sans arrêt en alerte. Il vit toujours dans l'angoisse, dans le stress. Il n'a plus de repos. Il a tout le temps le souci de ses bêtes, que ce soit le jour ou la nuit. Et pas seulement pour les faire manger, mais aussi pour éviter qu'elles soient dévorées par le loup. Alors l'État accorde des indemnisations aux bergers qui sont attaqués, donc les animaux sont soi-disant indemnisés, mais le préjudice est beaucoup plus large que la brebis elle-même qui va se faire dévorer, parce qu'il y a tout le stress sur le troupeau, les avortements, les pertes génétiques, puisque c'est des brebis qui ont été choisies, qui ont été élevées pour leurs caractéristiques génétiques, donc la perte est triple. Et puis, elle est aussi dans le stress permanent que vivent les brebis. Tout ça, ça va à l'encontre d'une bonne gestion pastorale. Les patous, ça fait partie des mesures qui ont été préconisées par l'État pour protéger les troupeaux. Donc, à ce titre-là, les bergers doivent obligatoirement protéger leurs troupeaux maintenant. Donc, il y a les parcs de nuit, les parcs de jour, les patous. Le patou, c'est un chien qui est là pour protéger des intrus. Il a aussi été dressé pour ça. Il va le protéger contre les chiens errants, contre les marmottes, parce qu'il considérera que c'est un intrus, mais il va aussi protéger contre les randonneurs. Et donc, si un randonneur arrive avec un certain comportement, parce qu'ils auront ressenti ce randonneur comme un intrus, parce qu'il a un bâton, parce qu'il a 2 bâtons, parce qu'il a lui-même un chien, le randonneur, il va vouloir protéger son chien, il va le prendre dans ses bras, et c'est à ce moment-là que l'accident arrive. Et si le patou mord un randonneur, c'est le berger qui est responsable du patou. Donc juridiquement, c'est lui qui va se retrouver devant le tribunal si le randonneur porte plainte. Et alors, c'est des dommages et intérêts, c'est du stress, c'est du temps perdu. Et puis, c'est ne pas avoir vraiment la conscience tranquille, parce qu'aucun éleveur, aucun berger ne peut assumer ça facilement, que son chien ait agressé un randonneur. Ça fait mal au cœur, quoi. Et le jour où ce sera un enfant, on fera comment? C'est grave. Et ces patous nous ont été imposés par l'arrivée des loups. On n'a pas choisi. Personne n'avait de patou avant l'arrivée des loups. On a nos chiens bergers. C'est des chiens qui sont là pour garder le troupeau, mais pas pour le protéger. On n'avait nul besoin de protéger nos troupeaux. La présence des patous, ça a quand même un autre inconvénient, c'est que maintenant que les loups se trouvent dans des zones de collines, là-bas, les éleveurs sont en grande partie propriétaires de leur lieu de pâturage. Et donc, de plus en plus, ces éleveurs, ils menacent de refuser l'accès des chemins de randonnée aux randonneurs. Parce que le patou représentant un risque tellement considérable, un risque juridique, un risque moral tellement fort, qu'il n'est pas question de prendre ce risque. Donc on va voir se fermer des zones entières de randonnée, et ça c'est inacceptable pour les randonneurs. Je pense qu'il y a un certain nombre de randonneurs qui préfèrent randonner plutôt que d'espérer voir un jour un loup hypothétique ou quelques crottes ou quelques poils par-ci par-là, parce que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Tandis que passer une journée à randonner dans le pays de Bourdeaux, croyez-moi, c'est génial. Donc c'est dommage de renoncer à des chemins de randonnée pour un hypothétique loup qu'on ne verra jamais. Du moins pas les randonneurs. Peut-être les bergers, mais pas les randonneurs. Cette convention de Berne, qui a protégé le loup, qui en a fait un animal strictement protégé, ça a été le début, voilà, on va mettre une convention de Berne, on va protéger les loups, après ils vont pouvoir se servir dans les troupeaux, on indemnisera les bergers, puisqu'on a absolument besoin d'avoir des troupeaux. Comme ça, on maintiendra un élevage, parce que ça servira de garde à manger à ce loup, et on appelle ça la vie sauvage. Alors que tout est programmé par l'homme. Où est la vie sauvage? Tout est planifié, tout est légiféré. Il y a des textes qui ont tout prévu. Et la vie sauvage, elle s'autogère, personne n'intervient dans une vie sauvage.
Ce loup, il va aussi se servir dans la forêt tout l'hiver. Il va dévorer des ongulés sauvages. Bon, un jour, il n'y aura plus assez d'ongulés. Pas grave, c'est pas un problème. La Convention de Berne, elle a aussi prévu qu'on réintroduira des ongulés sauvages. Comme ça, le loup, il aura toujours à manger. Alors pourquoi cet animal-là, il a la faveur de toute une population ?
Avant, quand il partait à pied, il faisait à peu près 25 km par jour, 3 km à l'heure. Ouais. Bon, au début, il faisait 20 km, 2-3 jours après, il marchait un peu plus. Bon, les bergers, ils étaient entraînés, ils s'étaient fait un peu les mollets, puis les brebis aussi. Quand il partait à pied, et la veille, il ne les faisait pas trop manger parce que bon, les premiers jours, il faisait des petites étapes. Ça fait qu'il ne faisait pas manger beaucoup les bêtes, comme ça, elles marchaient bien. Et les trains, pareil, il fallait les faire rejoindre parce que les trains, tant ils vous accrochaient à un bar ou à n'importe quelle gare, puis ils s'arrêtaient en route, il manquait une locomotive ou quoi. Et dans les camions, il faut les préparer, pas trop les faire manger la veille, 2-3 heures le matin et pas les faire boire, tout ça. Autrement, ça leur fait un peu comme nous quand on a trop bouffé, s'il nous fallait monter en courant. Ou... et il y en a, ils les font manger dans les luzernes ou dans des sème-foins, ils les font boire et tout le long, elles pissent comme des vaches. Il y a ça debout dans le camion et les bêtes elles se couchent puis ils ont des mortes. Hein. Bon, nous on travaille un peu à l'ancienne, on compte nos brebis, on sait qu'il va tant de bêtes par camion, puis voilà. Hein. Là, nous, on avait 470 bêtes par camion. Ça fait qu'elles n'étaient pas serrées. Hein. Et puis, elles n'avaient pas fait de migon, rien. Dans les camions, c'était propre comme au départ. Hein. Et les chauffeurs, ils sont contents, ils le voient. Hein. Et puis, quand ils s'arrêtent pour regarder, il n'y a pas une brebis de coucher. Hein. Que quand vous avez 5-6 brebis de jambes en l'air, il faut qu'ils se rentrent dedans, qu'ils les relèvent, tout. Et là, ils ont la colère. Hein. Parce que c'est vrai que c'est un drôle de métier, ça, ces chauffeurs transhumants. C'est déjà qu'ils font des heures et des heures, ils dorment guère. Alors, si en plus on les embête, que sans arrêt, il faut qu'ils fassent relever les bêtes sans arrêt, il y en a qui ne sont pas trop contents. Hein. Les chauffeurs, là il y avait 5 camions et tout, quand ils savent qu'ils viennent chez le Mercier, ils savent que c'est... Voilà, bon, on a chargé, on a mis 2 heures pour charger 5 semis, après on fait un bon petit déjeuner, après on a déchargé, ils mangent, ben là ils repartent en forme jusqu'à minuit, tant qu'ils n'arrivent pas chez eux, ou 10 heures du soir, ouais. Parce que quand même ils font des heures. Hein. Ils se lèvent à 2-3 heures du matin, jusqu'au soir à 9-10 heures, ils ne rentrent plus chez eux. Hein. Alors c'est quand même pas des machines les gens, hein, c'est que des humains. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a... Quand ils charrient quelqu'un qui ne paye même pas un verre d'eau ou un verre de menthe, ils ont un peu les dents en travers. Hein. Et c'est normal, hein. C'est pas des esclaves. Hein. Même nous, pour les premiers, hein, si on ne faisait pas un repas, ben, ça ferait long. Hein. Et ouais. L'année passée, on avait fait une soirée avec des jeunes. On parlait des bergers. Alors, la fille, c'est une fille de l'Ariège. Elle me dit, mais c'est quoi un vrai berger? Alors, j'ai dit, un vrai berger, c'est quelqu'un qui est au cul du troupeau toute l'année. J'ai fait, moi, toute l'année, je suis au cul du brebis, en montagne, à l'agnelage, en croc. Et voilà, j'ai fait, vous gardez un troupeau pendant 2 mois à un endroit, pendant 15 jours là-bas, après vous êtes 4 ou 5 mois au chômage. Voilà, on les connaît, hein, la nouvelle génération. Voilà, ils aiment changer, ils changent souvent de montagne, tout ça. Quand tu connais la montagne, tes bêtes et tout, c'est vrai que ça économise du travail. Hein. Bon, ici, les brebis le connaissent, ça fait 20 ans que je les garde. Rien que ce troupeau, depuis 54, elles viennent ici, de génération en génération, elles le connaissent. Hein. Ouais, ça se transmet, les vieilles elles forment les jeunes et tout, puis après il y a les flocas, c'est ça, ouais. Et tout ça, ça y fait. Hein. J'ai toujours gardé des gros troupeaux. Hein. En montagne, toujours 2000, 2500 bêtes, en gros, toujours 12, 1400. Là, il y en a 2300 et quelques. Oui, c'est déjà un gros troupeau. Hein. Surtout ici, dans les bois en montagne, c'est spécial le Vercors. Hein. Parce que vous mettez un gros troupeau de 2000 comme ça, 2300 en Savoie ou les belles montagnes qui n'a pas d'arbres, tout ça, c'est de la rigolade quand tu y vois à 3 km. Là. Mais ici, 2300 bêtes ici, il faut avoir l'habitude, l'orientation et tout. Hein.
transhumance, c'était les vacances du berger, du troupeau, tu étais plus tranquille. Tu partais le matin à 5h, à 10h tu étais fini, tu repartais faire un tour l'après-midi, et à 7h du soir tu étais à la cabane, et les brebis se débrouillaient seuls, surtout des grandes montagnes comme ici. On savait qu'elles allaient coucher là-haut, d'un coup on prenait leur billes, on montait à la couchade, le lendemain matin tu arrivais, c'était tout ensemble, mais maintenant qu'on les fait coucher au parc par rapport au loup, s'il en reste un lot dehors, on peut dire qu'on se fait cartonner. Et hier elles sont arrivées toutes seules, elles le connaissent. En plus sur les points d'eau, elles se rappellent du parc et tout. Et maintenant elles ont changé de rythme, voilà, comme nous. Pourquoi nous mettons des sonnailles à nos moutons? C'est quelque chose qui nous passionne parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres pour le son qu'elles émettent. On a le sentiment en mettant des sonnailles d'enjoliver notre troupeau et de se faire plaisir à l'oreille. C'est comme un automobiliste qui va enjoliver sa voiture avec un spoiler ou des jantes aluminium. Nous, en mettant ça sur notre troupeau, on enjolive notre troupeau et en même temps on se fait plaisir à nos oreilles. En plus de la fonction que ça a pour tenir le troupeau au gros près par mauvais temps ou quand les animaux se dispersent, c'est comme ça qu'ils arrivent à se rassembler entre eux par l'écoute des sonnailles. C'est tout harmonisé, comme le son est en harmonie quand on les entend, et bien la pose sur les animaux va de même. On fait en sorte d'adapter la bonne grandeur de collier au bon animal, c'est-à-dire les brebis qui ont un gros cou ne se retrouvent pas avec un petit collier, et inverse, un petit collier ira sur une bête qui a un petit cou. Les gros boucs sont pour pouvoir porter de grosses sonnailles et les gros redons. Les chèvres sont d'une race locale, la chèvre du Rove. On peut être berger et ne pas avoir passion aux chèvres. Certains éleveurs ovins ne supportent pas une seule chèvre dans le troupeau parce que ça fait des dégâts au niveau des arbres. C'est vrai que ça broute un petit peu plus que le mouton, mais après, les quelques passionnés qui ont passion, eh bien c'est comme les sonnailles. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, malgré quelques inconvénients que ça ajoute à ce boulot, eh bien on les supporte parce qu'on a le plaisir de les voir. Un peu comme les sonnailles, on a le plaisir de les voir et de les avoir. La différence avec un instrument de musique, c'est que quand on les aime, on veut en avoir un nombre quand même suffisant pour que le tout ensemble, ça fasse quelque chose d'harmonieux et d'agréable à entendre. Alors c'est pour ça que toujours on se dit, allez, encore celle-ci, parce que celle-ci, au mieux des autres, ça apportera encore un plus. Quand on a la passion, on n'arrive pas à les enlever des animaux. Alors, comme il y en a sur le coup des animaux, il y en a en réparation, il y en a qui sont réparées, on se débrouille toujours d'en acheter quelques-unes parce que, comme toute passion, même qu'on en a plein déjà chez soi, on se débrouille d'en trouver encore une nouvelle qui nous plaît à acheter. Donc ça fait un roulement, il y a quelques vieilles qui se perdent, il y a quelques vieilles qu'on ne remet pas, mais ça va toujours en grandissant parce qu'un passionné de sonnaille, eh bien, il arriverait presque à mettre une sonnaille par mouton. Alors là, le cheptel est de 2400 bêtes, il n'y aura jamais 2400 sonnailles, mais enfin, il n'y en aurait que 10%, ça ferait 240, voilà.
Elle est bonne la petite? Ouais. Elle est bonne la petite, hein? Allez, ciao. C'est celle-là? C'est celle-là? Mon père, lui, c'est un fan de sonaille, moi aussi. Et il a l'oreille plus fine que moi. Donc il les trouve. Et puis c'est vrai que j'ai fait écouter 3 pics là. Et il m'a dit que c'était elle la meilleure. Donc j'ai choisi celle-là. Et comme j'ai des amis éleveurs, et là je suis en train de choisir des sonailles pour ses amis éleveurs. Voilà. Et moi j'ai la passion des sonailles aussi, mon père aussi. On en a des moulons, on en a des barres entières. Et on fait un peu le tour des foires comme ça pour choisir les meilleurs et pour les mettre sur les moutons, pour que ça s'entende bien en montagne. Voilà. Les sonailles sont enlevées du cou des moutons au moment de la tonte parce qu'on peut guère faire autrement pour faciliter la tâche des tondeurs. Alors à ce moment-là, on profite d'un peu les réviser, de les entretenir avec de l'huile de lin. Certaines sont remises de suite, d'autres sont d'abord réparées et puis ensuite posées au cou des moutons. Donc entre la période de tonte qui est dans le mois de mars-avril et le départ de transhumance qui est fermé début juin. C'est comme ça que toutes les sonailles retrouvent le cou d'un mouton ou d'une chèvre. Et ensuite, certains éleveurs, pour éviter qu'elles se détériorent trop, au retour de la transhumance, les enlèvent au moment où les moutons réintègrent les bergeries l'hiver, parce que c'est vrai que c'est une période où avec le fumier et puis l'intérieur de la bergerie, le suif de la laine, ça les altère un petit peu. Donc c'est pour ça que certains bergers font le choix à l'automne d'en enlever une bonne partie pour les remettre qu'à la veille de la montagner au mois de mai-juin. Les sonailles, ça m'est venu que avant c'était mon grand-père qui les faisait et puis j'ai voulu essayer de le copier. Alors j'ai en piqué un peu et j'ai les remonté mais j'en ai perdu beaucoup au début. C'était pas si bien monté que ça. Et puis tout doucement, en piquant un peu des idées de droite à gauche, on arrive à s'améliorer un peu. Avant je faisais tous les colliers. Ça c'est pareil, ça m'a appris tout bêtement. Il y a un vieil éleveur qui m'a dit tiens viens faire des colliers avec moi, tu prépares tes planchettes. Et on les pliera ensemble, c'est venu de là. Et puis après j'ai essayé, j'en ai cassé des colliers, et puis tout doucement on s'améliore. Et de là après j'ai commencé à sculpter un peu. Et puis tout doucement, c'est en faisant qu'on apprend. Je pense qu'on n'est pas nombreux à aimer les sonailles, à les monter, les sculpter et puis les entendre. Oui, j'en ai à peu près 200, je pense que dans des jeunes de mon âge, il n'y en a pas nombreux qui doivent en avoir autant. Il y a le troupeau, les chèvres, j'ai des ânes qui sont tous ensonaillés. Enfin, c'est un plaisir d'entendre, c'est tout lié. Un troupeau transhumant, pour moi, il faut qu'il ait des brebis, des chèvres du Rhône et des sonailles. S'il en manque un des trois, il y a quelque chose qui manque. C'est comme les rodons pour monter en montagne. Si on ne met pas de rodons pour monter en montagne, faire la route à pied, pour moi, c'est pas la peine de la faire. C'est entraînant de mettre ces gros rodons, ça fait un goût, c'est entraînant, ça tape, ça donne envie de marcher. Que si on leur mettait rien au bout comme dit Jean-Pierre, c'est un troupeau de cochons. Hein. On se promène avec un troupeau de cochons, quoi. C'est pas intéressant. Même de garder, vous voyez, on entend là. On sait que tiens, il y a le rodon, c'est le fouca qui est comme ça, il est là, il mange. L'autre il est là-bas, il doit chômer, l'autre il est là-bas, il doit avancer. Enfin voilà. Ça fait partie du métier, ça fait partie de la tradition, c'est un tout. J'arrive à reconnaître les foucas ou les brebis ou les chèvres en fonction du son qui passe dans le bois ou de loin, je sais qui c'est qui passe, qui arrive, qui peut arriver, quelle brebis mange, et tiens c'est celle-là, c'est bon elle arrive, c'est bon tout est là. J'ai une ou deux brebis qui sont toujours derrière, elles ont une sonaille spécifique et je sais qu'en gardant, même sans la voir, j'entends la sonaille arriver, je sais que c'est bon c'est tout là, les dernières sont arrivées.
Moi, Jean-Pierre et puis d'autres plus au sud, on a une petite concurrence entre nous amicale sur le nombre de sonnailles, le nombre de bonnes, moins bonnes. Donc chaque année on essaie d'avoir un peu plus, le meilleur. Ou voilà, ça fait une petite compétition qui nous fait évoluer un peu, avancer. C'est bien, c'est amical, donc ça va. En ce qui concerne le défilé qu'on a fait aujourd'hui, c'est tout d'abord par respect des traditions, parce qu'en ce qui me concerne, mon grand-père paternel et mon père ont fait la route à pied d'ici jusqu'à la Savoie pendant 23-25 jours de marche. Ça représentait 400 km. Ces dernières transhumances se sont terminées dans les années 1940-1950 parce qu'il y avait une circulation trop importante sur les routes. Et aujourd'hui, si on essaie folkloriquement de la faire découvrir aux gens, c'est pour leur faire réaliser que ça existait et que nous existons nous toujours, que nous sommes toujours là. Et en même temps, par cette représentation folklorique, eh bien, on arrive aussi à faire plaisir à notre municipalité, qui quelquefois est aussi agréable avec nous, nous attribuant des locations pluriannuelles de pâturage sur des coins de collines que la commune possède et qui peuvent être éventuellement pâturés. Donc c'est un peu comme ça qu'on se retrouve à la fois et à faire plaisir et à conserver nos traditions. Comme on est passionné par ce boulot, parce que pour nous c'est plus une passion qu'un travail, de défiler, montrer qu'on existe et montrer nos animaux, on est quand même un petit peu fiers d'être applaudis par des gens qui trouvent nos animaux agréables à regarder et beaux.